Quand tu veux, Catherine. Oui, effectivement, je suis de retour. Donc, on entame en fait le 30 septembre, la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Une phrase qui a été souvent dite, vous allez peut-être revoir aussi, c'est la réconciliation aura lieu lorsque nos histoires seront entendues. Et c'est par l'éducation que nous y arriverons. Ce sont plusieurs aînés, en fait, dans leurs mots à eux, c'est l'équivalent de ça. Donc, cette journée-là, elle a son importance pour cette raison-là. On a envie de se faire entendre, puis on a envie aussi de partager avec vous, en fait, qu'est-ce que c'est la réconciliation, puis pourquoi c'est important, c'est les pensionnats autochtones, qu'est-ce que c'est, comme je vous disais, de voir, je vous regardais dans le chat tout à l'heure, puis je vois bien que l'arabe des années 60, c'est pas quelque chose que vous connaissez non plus, donc c'est pour ça que c'est important de donner une voix à ces informations. Donc, sans plus tarder, ma première question pour vous. Le symbole du chandail orange, d'où vient-il? Pourquoi on dit que le 30 septembre, c'est la journée du chandail orange? Vous pouvez aller dans le chat. Je vous entends. Donc, le chandail orange, non, ce n'est pas Joyce Echaquan. La journée de Joyce Echaquan, c'est le 28 septembre, c'est pas le 30. Child Matters, ouais. Pourquoi? OK. Alors, on ne sait pas. Mais je vais vous l'expliquer, comme ça, vous allez au moins savoir pourquoi on s'habille en orange le 30 septembre. Alors, c'est l'histoire de Phyllis Jack Webster. Phyllis, en fait, c'est le tout part de Phyllis, tout part de son histoire. La journée Vérité et Réconciliation, elle, personnellement. Donc, Phyllis, en fait, c'est une femme autochtone de la nation Shuswap, de la Colombie-Britannique. Et elle, en fait, elle explique que quand elle est allée au pensionnat autochtone pour la première journée, sa grand-mère, elle habitait avec sa kokum. Kokum, ça veut dire grand-mère en français. Donc, elle habitait avec sa kokum, puis sa kokum, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de sous. Elle habitait sur une communauté, pas beaucoup de sous, mais sa grand-mère l'avait apporté, l'avait amené magasiner. Et Phyllis avait choisi un chandail orange pour sa première journée à l'école. Parce que pour les enfants, il faut comprendre que pensionnat autochtone, ça dit rien. C'est pas comme ça qu'on les nommait. Souvent, on les appelait l'école. Donc, elle, dans sa tête, elle allait à l'école. Elle avait envie d'être jolie. Donc, sur la diapositive, vous voyez la photo de Phyllis étant jeune. Donc, c'est une des premières photos qui a été prise d'elle lors de son arrivée au pensionnat. Donc, la première journée, elle a porté son gilet orange. Et quand sa grand-mère a quitté, en fait, la grand-mère est arrivée sur l'espace où on pouvait aller voir la sœur. C'était des sœurs à ce moment-là. Donc, a laissé Phyllis avec la sœur. Et la sœur a attendu que la grand-mère quitte. Et lorsque Phyllis est entrée, elle a enlevé les vêtements à Phyllis et lui a donné une tenue plus sobre. Donc, premier jour d'école, entre guillemets, où Phyllis a été quand même, a été là, a été dépouillée en fait de ce qu'elle avait, de son gilet orange. Et on sait qu'il y a eu des abus, comme je vous disais aussi plus tôt. Donc, elle était tellement fière, tellement contente. Et là, la journée même, tu n'existes plus, ton gilet orange, on le jette. Phyllis, lorsqu'elle parle, elle ne sait pas ce qui s'est passé avec son gilet. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est que la sœur lui a enlevé, probablement brûlé, jeté, on ne sait pas dans l'histoire. Mais il reste quand même que ça a été comme un dépouillement de ce qu'elle avait, de se retrouver seule au pensionnat sans sa famille et on lui enlève ça. C'est aussi la créatrice de Orange Shirt Society. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, que les gilets oranges existent. Comme je vous expliquais, Phyllis est le début de de toute cette histoire du 30 septembre. Donc, voilà. Alors, c'est un peu le symbole du gilet orange. C'est un peu un remerciement à Phyllis
qui a exprimé comme survivante des pensionnats ce qu'elle avait vécu. Et la Commission nationale trouvait que c'était peut-être un bon message ou un facilitateur d'expliquer ce que c'est les pensionnats autochtones en expliquant aussi l'impact des vêtements. C'était une façon de pouvoir mieux exprimer ce qui s'était passé. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que la journée du gilet orange, le drapeau est orange. Donc, ces concepts, comme je vous dis, ça revient toujours à Phyllis. Une chose que les aînés, qu'on retrouve là, dans les commentaires de la Commission nationale, les aînés ont exprimé, il ne faut pas oublier que cela fait partie de qui nous sommes en tant que survivants et de nos nations. En fait, c'est oui, tu es un survivant des pensionnats autochtones, mais ça a tellement un impact important sur la famille et sur toutes les personnes de la communauté que ça fait partie des nations et c'est pas un événement qui a été seulement une année, là. Comme je vous disais tout à l'heure, là, on sait que c'est 160 ans d'histoire. On sait que c'est plus de 150 000 enfants et ça a un impact, même encore en 2023. Donc, le drapeau des survivants a été fait par un comité de survivants des pensionnats autochtones partout au Canada. Ici, on a la chance au Québec, là, on a Madame Madeleine Basile, qui est une Atikamekw de Wemotaci, qui a participé à ce comité-là. Et ils ont travaillé sur plusieurs éléments. Je vais vous en nommer quelques-uns parce que je pense que ça peut être important à savoir pourquoi il y a autant de dessins, pourquoi, mais tout ce que vous voyez sur le drapeau a une signification. Par exemple, on voit dans le milieu, on voit un dessin de personnes. Ça représente la famille. La famille chez les Autochtones, comme je vous disais tantôt, on est en plus grande croissance au Québec, surtout avec des familles 5, 6, 8 enfants. Ben c'est super important. C'est un noyau très, très, très important de tout ce qui est des communautés autochtones. On voit les enfants aussi qui sont représentés dans le milieu. Donc, en fait, l'explication, c'est justement, si ça représente les enfants, ça représente la naïveté que ces enfants-là avaient. Au-dessus, ben, on voit aussi une plume. Puis dans la plume, il y a également l'étoile polaire. À droite, il y a l'Inukshuk. Et à gauche, c'est une ceinture fléchée. Donc, en fait, il y a plusieurs, comme je disais, il y a la ceinture qui est là, c'est considéré comme une ceinture qu'on appelle ceinture métisse. C'est dans l'habit traditionnel, là, cérémoniel, je pourrais dire, dans les cérémonies qu'on peut utiliser cette ceinture-là. Les Nukshuk, c'était pour les navigateurs, c'était pour se retrouver sur les eaux. L'étoile polaire, c'est sûr que c'est l'étoile la plus importante du système, mais c'est ça, c'est vraiment chaque, comment je dirais ça, chaque chose sur ce drapeau-là veut dire quelque chose, a un sens. C'est pas, on n'a pas décidé en une demi-journée, voici, c'est ça qu'on fait. Il y a vraiment comme une signification. Puis vous pourrez trouver aussi toutes les significations de chaque motif, chaque dessin, ce que ça veut dire sur le site de la commission que vous allez voir. Là, je vous ai donné les liens à la fin du PowerPoint. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Je vais m'en tenir à ça. Je vous laisserai lire sur le site de la commission. Être un allié. Ça, je pense que c'est peut-être probablement la partie la plus intéressante pour vous aujourd'hui. En fait, je veux vous exprimer que être un allié, même si vous n'êtes pas autochtone, vous pouvez être un allié, puis de plein de façons super simples. Il y a quand même des choses dans lesquelles on doit faire attention. C'est là-dessus que je vais vous entretenir, mais quand même. Un allié, c'est aussi de faire attention au tokenisme ou au token en anglais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, en fait, ce que ça dit, c'est qu'on inclut un groupe, c'est-à-dire les Autochtones ou une personne autochtone, dans un groupe minoritaire. Donc, une personne ou un groupe minoritaire, dans le but de se dire inclusif. Et ça, je vous dirais que des fois, quand on est maladroit, ça peut arriver. Donc, d'où l'importance de bien comprendre, dans le fond, l'implication que vous souhaitez avec les communautés autochtones. Il y a aussi quelque chose que ça, c'est
j'observe ça. Je peux pas vous dire à quel pourcentage, là, c'est pas quelque chose qui a été quantifié, mais il y a beaucoup, depuis le décès de Joyce Echaquan, euh, il y a beaucoup d'Indian lovers. Indian lovers, ce que ça veut dire, c'est une expression pour dire, ben, les Autochtones, donc eurodescendants ou autres, il y a une certaine culpabilité. Il y a comme un poids de culpabilité que vous avez peut-être. Et ça fait en sorte que vous percevez les communautés autochtones, les personnes autochtones, comme étant des victimes, alors que c'est pas nécessairement ce qu'on vit. Donc, le Indian Lover, souvent, va être en une position de sauveur, mais on veut pas être sauvé, on veut partager, on veut être ensemble. Donc, c'est faire attention à ça aussi. L'autoproclamation autochtone. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Tout le monde au Québec a probablement un ancêtre autochtone quelque part dans sa généalogie, ce qui est tout à fait normal. Par contre, c'est pas parce que vous avez un ancêtre autochtone de la 8e génération avant vous qui va vous permettre de dire que vous êtes autochtone et, dans le fond, lié à une nation, une des 10 nations ou des Inuits au Québec. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça parce que d'aller dire à un autochtone qui est reconnu, par exemple, comme moi, je suis de la nation Abénaquise, mes parents étaient autochtones, tu sais, d'aller dire, ah oui, mais moi, mon arrière-arrière-grand-mère était autochtone, soit, je comprends. Par contre, ça aide pas, ça veut pas dire que vous avez nécessairement un lien. On comprend que vous avez des ancêtres, puis c'est tout à fait normal. Comme je dis, je pense que personne au Québec peut affirmer qu'il n'y a pas un autochtone quelque part dans la généalogie. Fait que ça, c'est de faire attention parce qu'on se sent pas plus près de vous en nommant ça. En fait, on va plutôt se poser des questions sur pourquoi vous dites que vous êtes autochtone quand ça fait si longtemps, quand c'est si loin dans la généalogie. Il y a un autre aspect aussi qu'on peut faire attention, c'est respecter la culture de l'autre. Quand je dis ça, c'est que j'ai été témoin à quelques reprises de discours sur les territoires non cédés. C'est assez simple. Faites pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que les territoires, ils ne sont pas définis comme la plupart d'entre vous pourraient penser. C'est-à-dire qu'un territoire, si moi j'habite dans un appartement, ben mon voisin d'à côté, dans son autre appartement, c'est défini. Donc, il y a vraiment comme une structure autour de nous qui dit, ben ça c'est ma cour, ça c'est mon appartement. Puis la personne d'à côté, c'est la même chose, ça c'est ma cour définie ou c'est mon stationnement, c'est la même chose. Par contre, au niveau des territoires autochtones, ça se passe pas comme ça. En fait, la plupart des territoires au Québec, minimalement 2 ou 3 nations vont se partager le même territoire. Alors, de dire que les territoires non cédés, ben de qui, de quel territoire vous parlez? Parce que, comme je dis, par exemple, je prends l'exemple d'ici aujourd'hui, moi, je vous parle de Belleuil actuellement en Montérégie. Donc, à Belleuil, il y a une partie que c'est à Kanien'kehá:ka, des Mohawks, mais c'est aussi un territoire ancestral autochtone abénaki. Donc, à qui appartient le territoire? Bien, il n'y a pas de bonne réponse. Il appartient aux deux, aux Kanien'kehá:ka et aux Abénakis. Parce que dans le fond, la façon qu'on faisait les partages de territoire, c'est que tout dépend du temps de l'année. Donc, par exemple, pour des types de chasse, il y a certaines nations qui pouvaient faire de la chasse davantage à l'automne, d'autres plutôt vont aller pour le poisson. Donc, il y avait des échanges selon ce qu'ils mangeaient. C'est tout simplement comme ça. Donc, on peut pas aller dire ça. On peut pas aller dire territoire non cédé. La seule chose, si vous voulez vraiment vous informer, puis de faire un discours ou une allocution par rapport au territoire, vous pourriez poser la question aux gens autour de vous. Vous pourriez poser la question aussi au Centre d'amitié autochtone, par exemple, sur quel territoire sommes-nous? Et de nommer le nom du territoire, à la limite. Mais je vous le dis, c'est un terrain glissant de parler des territoires non cédés, parce que même quand on est des communautés autochtones, des nations autochtones différentes, ça ne veut pas dire qu'on s'entend entre nous non plus sur c'est à qui le territoire. Donc, c'est pour ça que c'est terrain glissant, surtout pour les gens qui travaillent avec plusieurs communautés de nations différentes. Je vous dirais que ça peut malheureusement vous mettre des bâtons dans les roues, même si ça part d'une bonne intention de reconnaître ça. Moi, je vous suggère de ne pas faire ça tout simplement.
C'est aussi faire attention, quand on est un allié, à faire des vérifications avec nos partenaires. Il y a ici des OBNL frauduleux. Ben oui, des fraudeurs, il y en a partout, dans toutes sortes de sphères. Il y en a aussi sur le côté autochtone. Je vous donne un exemple. Il y a l'Alliance des Métis, qui est considérée comme frauduleuse. Il y a la Confédération des peuples autochtones du Canada. Il y en a d'autres. La façon la plus simple pour vous, c'est de vous informer. Par exemple, c'est assez simple d'aller voir, je pense que c'est la Confédération Mikinak qui s'appelle. Ben, quand tu marques ça sur Google, ce que ça va te donner, c'est un site web où est-ce qu'on te demande de payer un frais de 50 pour faire partie de la communauté. Ben, moi, je vous le dis tout de suite, ça, c'est frauduleux. C'est une pratique. Il n'y a personne qui peut dire, s'auto-proclamer autochtone de façon à dire, ben, je paye 50 je vais recevoir une carte qui va me permettre d'être autochtone. Honnêtement, ça n'arrivera pas. Donc, tout ce qui est monétaire, tout ce qui est métis au Québec, faites attention. C'est peut-être un drapeau rouge à avoir là-dessus. J'aimerais aussi vous dire que les Allochtones sont aussi pertinents que les Autochtones selon leur champ de compétences. Je vais vous donner des exemples. Quand on veut être un allié, c'est pas grave que vous soyez non-autochtone, allochtone, pardon, j'ai mélangé mes mots. Vous êtes aussi pertinent. On en a besoin d'alliés. On a besoin de gens qui s'intéressent à ce qui se passe sur nos communautés et à l'extérieur. On a besoin de gens avec des expertises. L'important, c'est juste de respecter qu'on est différent, qu'on n'a peut-être pas nécessairement la même origine et ça se termine là. On est des êtres humains à part entière, comme vous. Il n'y a pas de différence. Moi, je voulais en fait vous donner des exemples d'allochtones qui se sont intéressés à ce qui se passe au Québec. Moi, je voulais vous parler de Rachel Guindon. Rachel Guindon est une biologiste qui a travaillé et qui travaille encore d'ailleurs, ce que j'en comprends, avec les communautés inuites dans le Grand Nord. Et elle, ce qu'elle fait, c'est que elle a réappris aux Autochtones, aux Inuits, à tester du bœuf musqué. Et là, je vous explique d'où ça part cette histoire-là. C'est qu'en 1967, comme je vous ai dit, la déportation des Inuits a été faite à peu près dans les années 50. Et en 1967, le gouvernement canadien a décidé d'aller porter des bœufs musqués. C'est des petits bœufs. Des bœufs musqués en se disant pour aider justement les communautés inuites à manger, à éviter les problèmes qu'ils avaient actuellement au niveau de la nourriture, au niveau de l'accès à l'eau et tout ça. Donc, mais par contre, ça n'a pas fonctionné. Mais le bœuf musqué, lui, il est retourné à l'état sauvage parce la transmission du savoir de comment s'occuper du bœuf musqué, ça n'a pas été fait. Comme je vous dis, ça a vraiment été une idée du gouvernement. On met des bœufs, voici les Inuits, organisez-vous avec ça. Donc, finalement, l'élevage n'a pas eu lieu. Mais les bœufs, ils sont retournés à l'état sauvage, puis ben, ils ont fait des petits, un peu comme des sangliers, c'est l'équivalent à peu près d'ici au sud. Donc, ils ont fait des petits, ils ont fait des petits, puis ben, il y a quand même une grande population maintenant de bœufs musqués. Et on s'est aperçu que la laine, elle est plus douce que du cachemire. Mais cette biologiste-là disait, il n'y a personne qui utilise ça. Mais on pourrait peut-être en faire un usage intéressant. Donc, elle a acheté des rouets, elle a acheté du matériel, elle est allée faire sa maîtrise en biologie dans le Grand Nord, puis elle a appris aux femmes autochtones, aux femmes inuites, de comment utiliser le bœuf musqué, puis quoi en faire. Fait que maintenant, il y a vraiment, tu sais, c'est l'apprentissage le tissage de la laine. C'est vraiment un franc succès. Là. Ils font des mitaines, des foulards, puis c'est super, ça a l'air. J'en ai jamais vu encore. J'aimerais bien, mais pour l'instant, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est un franc succès. Donc, ça a commencé avec les Kokums Inuits, puis finalement, les petits-enfants, donc tout le monde, en fait, sur les villages autochtones, les villages Inuits, font du tissage maintenant un peu à cause de Rachel. Et Rachel, c'est une personne, une biologiste de Montréal. Donc, c'est vraiment pour sa maîtrise qu'elle est allée en Grand Nord, mais quand même. Donc, il y a cet exemple-là que je voulais partager. Il y a aussi Philippe Charland.
qui est professeur de langue abénaquise. Lui, en fait, c'est un enseignant qui était à Montréal au départ. Et il s'est intéressé, il a fait sa maîtrise pour son doctorat, je crois aussi, là, je suis pas certaine, mais enfin, je sais à tout le moins qu'il s'est intéressé à la langue autochtone. Et il a commencé à travailler sur la langue abénaquise. Et à un moment donné, il est venu cogner à Wolinak et à Odanak. Il a dit, hey, moi, je serais prêt à travailler avec vous pour faire un dictionnaire autochtone, donc un dictionnaire abénaki français. Et ben, c'est ce qu'il fait. Ça fait déjà à peu près 10 ans qu'il travaille avec notre nation à nous pour mettre en œuvre vraiment un dictionnaire pour aider parce qu'il faut savoir, nous, on est des petites communautés, donc à Wolinak, on est à peu près 250. On n'a pas d'aînés ou très peu qui parlent la langue abénakise. Je ne parle pas la langue abénakise. Je connais certains mots, certains salutations d'usage, mais je ne pourrais pas avoir une discussion en abénaki. Et à Odanak, il y a encore des aînés qui parlent la langue, puis il y avait déjà un partage de cette langue-là. Donc, ils ont réuni les aînés à Odanak et quelques personnes de Wolinak pour travailler sur un dictionnaire abénaki français qui, ma foi, est super intéressant. Puis maintenant, Philippe Charland, mais ce qu'il fait, c'est qu'il travaille au collège Kiuna, l'équivalent de cégep qui est à Odanak pour les Premières Nations. Donc, il donne des cours maintenant en abénaki et je crois qu'il en donne encore à l'Université de Montréal ou à l'UQAM. Mais ça, je suis pas certaine de ce que j'avance. Je sais qu'il y en a déjà eu à Montréal là, dans les universités qu'il donnait. Donc, c'est des choses comme ça qui sont super intéressantes. Comme je vous dis, c'est des gens qui ont juste eu un intérêt de s'investir avec leurs compétences, avec ce qu'ils amenaient, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent, puis ça a fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les allochtones sont aussi pertinents que les autochtones, en autant qu'il y a un partage ensemble. Donc, j'avais envie de vous mettre ça un peu plus positif. Ici, ben, en fait, comme je vous disais, là, il y a des outils. Je vous ai mis des outils qui, selon moi, sont vraiment intéressants, ou à tout le moins pour une première initiation à la cause autochtone. Donc, je vous ai mis des liens, vous allez les recevoir aussi. Je vous dirais que dans ce que je vous ai mis là, c'est pas que le Centre national pour la vérité et la réconciliation, c'est pas mal la deuxième partie que je vous ai présentée. L'information vient de là, c'est super bien fait. Fait que vous irez voir. J'aime beaucoup aussi le livre Mythes et réalités sur les peuples autochtones de Pierre Lepage. La dernière, je pense que la dernière édition est de 2018-2019, mais super bien fait. Le lien, dans le fond, c'est que le livre, c'est super intéressant parce que ça coûte rien. C'est une version en PDF que vous pouvez télécharger. Et j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il parle des mythes et des réalités. Par exemple, l'histoire des taxes. Par exemple, l'histoire des territoires. Je trouve que ça démystifie bien ce que c'est. Tout en étant clair. Parce que comme je disais, c'est pas évident tout ce qui est autochtone parce que c'est toujours des lois associées à ça. Donc, c'est des choses, je pense, qui peuvent vraiment être intéressantes pour un début, les outils. Je vous dirais au niveau local, ce que vous pouvez faire, c'est sûr que tout ce qui est les centres d'amitié autochtones, ça peut être une porte d'entrée pour faire un partenariat pour un projet ou s'intéresser à ce qu'ils font aussi. Il y a les centres de femmes aussi. Les centres de femmes, souvent, entre eux, entre les centres de femmes autochtones, il y a déjà un dialogue entre eux. Ça ne veut pas dire que c'est tous les centres de femmes au Québec, mais je vous dirais que les centres de femmes et les centres d'amitié autochtones, ça peut être deux belles portes d'entrée. Tout ce qui est au niveau de la concertation, souvent, vous allez avoir des gens qui vont être sur les tables de concertation sur les enjeux de solidarité alimentaire, sur les enjeux de l'environnement, sur l'itinérance aussi. C'est quand même trois créneaux, trois enjeux où est-ce que vous allez souvent voir des gens autochtones intéressés par ces enjeux-là qui sont vraiment problématiques là, à plusieurs égards. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est juste, on y pense pas. Mais si vous avez des communautés autochtones ou si vous avez des organismes autochtones, souvent, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir faire votre premier contact ou voir un peu un projet que vous pourriez partager ensemble. J'aurais envie aussi de vous dire en terminant, pour le 30 septembre, qui est un samedi, à Montréal, si vous êtes près de Montréal, au Parc Milton, à 13 heures,
le samedi. D'habitude, le rassemblement il est au monument Georges-Étienne Cartier. C'est vraiment là que débute la marche. Il va y avoir une marche pour le 30 septembre. L'année passée, je crois qu'on était autour de 8000 personnes quand même qui ont marché. L'année d'avant, on était 10 000. Donc, c'est beaucoup de monde en orange. C'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes dans le coin de Montréal, ça vaut la peine d'aller voir ça. Il y a aussi à Montréal, un peu plus tard, à partir du 18 octobre, le musée McCord va recevoir des wampum. Des wampum, ça ressemble, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle, ça ressemble un peu à une ceinture avec des dessins, mais c'est pas une ceinture, c'est la façon qu'on écrivait les traités qu'on avait avec différentes nations ou avec les Québécois. Donc, c'est des dessins qui ont une signification et ils vont recevoir des nouveaux wampum, dont certains qui seront à Benaki. Fait que moi, c'est certain que je vais y aller là, à partir du mois d'octobre. Et pour ceux qui sont à Québec, il y a un très, très gros événement du 28 au 30 septembre prochain au campus de l'Université Laval. Donc, à tous les jours, ces 3 jours-là, de 11h à 16h, vous avez des activités. En fait, pourquoi le 28? Mais c'est la journée pour Joyce Echaquan. Donc, ils ont décidé de faire 28, 29 et le 30 des présentations autochtones. Il y a un peu de tout. Il y a du chant traditionnel. Il va y avoir des cérémonies. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être des kiosques pour discuter aussi avec les gens, acheter de la marchandise, de l'artisanat. Il y a plein de conférences aussi qui vont se donner. Donc, ça peut être un rendez-vous intéressant pour ceux qui sont dans le coin de Québec. Et voilà pour moi. Donc, c'est le temps de vous dire merci beaucoup. Merci d'avoir été présent ce matin. Moi, ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager pour une première fois. Comme je vous dis, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai tenté de mettre ça le plus simple possible. J'espère que vous avez apprécié. Puis maintenant, en fait, ce sera le temps là, de partager avec vous là, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Catherine. Tu peux peut-être arrêter ton partage d'écran pour qu'on te voie pour la période de questions. Bravo, merci. Oui, Philippe, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur la reconnaissance du territoire, parce que vous avez mentionné que ne pas, en fait, ne pas le faire puisqu'il y a plusieurs territoires qui sont qui ont été parcourus par plusieurs personnes. Nous, c'est pas notre première formation qu'on se fait donner là, par des personnes autochtones. Puis je trouvais ça un peu. On s'est fait dire le contraire, là. On sait que l'occupation du territoire par les personnes autochtones, de toute façon, est vraiment différente de celle qui est faite par, en fait, toutes les institutions coloniales, là, puis notamment là, comment qu'on occupe le territoire, puis comment qu'on possède le territoire, c'est quelque chose de comme fondamentalement violent. Fait que nous autres, ce qu'on faisait d'habitude, c'est qu'on faisait juste dire, ben, le territoire a été parcouru par telle, telle, telle et telle communauté. Pour quand même dire que la façon dont on occupe ce territoire-là, ben, c'est un territoire volé, peu importe. Donc, je trouvais ça un petit peu surprenant, surtout que souvent, nos principaux détracteurs, pour eux, là, qu'on fasse cette mention-là, c'est comme, tu sais, on se les fait dire là, que mentionner ça, ça remettait l'establishment un peu en question, chose que j'apprécie quand même, là, parce que je suis un peu tanné du discours de le Canada et le Québec ont été co-construits main dans la main avec les Français, les Anglais et les Autochtones. Donc, c'est ça, je voulais juste vous entendre là-dessus parce que j'étais un peu confus. En fait, Philippe, il n'y a pas vraiment de confusion dans le sens où c'est la façon que vous l'avez apporté, vous n'avez pas parlé de territoire non cédé. Ce qu'on ne veut pas, c'est de parler de territoire non cédé. De reconnaître qu'il y a eu des gens autochtones qui ont passé ces territoires, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment d'utiliser la notion et les mots territoire non cédé. Je vous donne un exemple. À Québec, il y a des territoires qu'on partage, Abenaki, Wenda, Kanyenkehaga. Mais entre nous, si on a les 3 nations assises dans la même salle que vous et que vous dites, oui, c'est un territoire non cédé des Wendat, ben vous venez de vous mettre peut-être à dos 2 nations différentes. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment bien maîtriser. De parler d'un territoire, de reconnaître qu'il y a eu des gens qui étaient là avant, aucun souci. Mais il faut en fait, tu sais, ce qu'il faut se poser comme question, c'est connaissez-vous qui a passé là? Si oui, pas de problème. Mais faites attention avec la notion de non cédé. C'est plus ça.
Catherine, dans le même ordre d'idée, plus tôt dans la présentation, là, il y a quelqu'un qui mentionnait dans le chat que nous serions la province avec la plus petite proportion de territoires cédés. Est-ce que tu confirmes? Je ne pourrais pas dire. Les questions de territoire, c'est quelque chose que moi, je ne touche très, très peu. C'est très complexe. Puis comme je vous disais, tout dépend avec quelle nation. Il y a des territoires que nous, on constate qui sont sûrs pour nous, mais qui sont revendiqués par d'autres. C'est pour ça que la question de territoire, c'est très, très, très légal et complexe. Moi, je préfère, je suis pas une experte du tout. Je pourrais pas dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, OK, parfait, excellent. Moi, je travaille dans un centre de services pour femmes et c'est bizarre parce que dans les derniers mois ou années, j'ai remarqué que plusieurs enfants autochtones qui se retrouvent en famille d'accueil, même présentement. Puis j'aimerais savoir pourquoi il y a autant de cas d'enfants Inuits ou issus de différentes nations autochtones qui malheureusement se retrouvent encore dans le système des Blancs européens, si on veut. Ben, il y a plusieurs éléments à cette question-là, puis je suis pas certaine d'avoir une réponse claire dans le sens où des familles dysfonctionnelles, il y en a partout. Il y en a autant chez les personnes québécoises, il y en a autant chez les nations. Puis c'est aussi, dans le fond, ce que vous dites aujourd'hui, moi, je le vois aussi du côté des Québécois, dans le sens où est-ce qu'on manque de familles d'accueil. Donc, parfois, dans certaines régions, ben, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes autochtones aussi qui peuvent recevoir ces gens-là, ces enfants-là. Comme je disais déjà, les familles sont très nombreuses. Donc, si la famille a 8 enfants, bien, peut-être qu'elle n'a pas la capacité au niveau du logement, au niveau des ressources pour accueillir davantage. Fait que ça peut expliquer en partie. Puis tu sais, c'est quand même une question large dans le sens où ça dépend où vous êtes, ça dépend des ressources. Moi, OK. si j'aurais envie de dire ça. OK, ben, dans le fond, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je trouve que dans mon contexte à moi, étant donné qu'on est un centre de service pour femmes, que ça vient peut-être du fait que ces femmes-là sont, euh, ben, dans mes cas particuliers à moi, dépendantes d'alcool ou de substances. Puis malheureusement, ils sont pas capables de s'occuper de leur enfant dans cette situation-là. Ben, comme je vous dis, autant la question québécoise que les Premières Nations, c'est la même chose. Des familles dysfonctionnelles ou des femmes qui ont besoin d'aide, qui vont peut-être temporairement perdre la garde de leurs enfants, ça existe. Maintenant, Oui. à savoir pourquoi ils sont plus dans des familles non autochtones, comme je vous dis, je sais qu'il y a un élément aussi de ressources, de logement. Est-ce qu'il y a encore la question discriminatoire? Probablement aussi. Mais c'est du cas par cas. Fait que je peux pas vous expliquer. Je pense qu'il n'y a pas une réponse claire à ça. Il y a plusieurs éléments à évaluer. Tout comme du côté québécois, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a besoin d'aide, ben, il faut aller aider cette personne-là. Pour moi, c'est un peu Oui. le même parallèle. Non, non, c'est ça. Moi, je ne voulais pas faire de discrimination. Moi, ce qui me touche, c'est que moi, j'aimerais aider ces femmes-là, mais je peux pas. Je veux aller à la source, justement, à la base, aider la femme pour qu'elle puisse avoir les moyens de garder ses enfants avec elle. Encore là, ça dépend. Pour moi, c'est comme difficile de vous répondre en grand groupe comme ça, pour la simple et unique raison que je connais pas, quelle est votre occupation? Êtes-vous intervenante? Êtes-vous, Oui. je veux dire, à chaque endroit où on travaille, on a des limitations. Donc, est-ce que dans le cadre de votre travail, c'est parce que vous pouvez pas aller plus loin? Est-ce que, je sais pas, là, il manque beaucoup d'éléments pour être en mesure de vous répondre. OK, parfait, merci. Catherine, on va continuer à prendre les questions. Je veux simplement mentionner à tout le monde que ma collègue va mettre dans le chat la présentation donc de la deuxième partie que Catherine vient de faire, donc les liens s'y retrouvent. Et juste avant de passer à une question live, dans le chat, il y avait une question. Catherine, est-ce que les personnes des Premières Nations se considèrent un peu aussi québécois ou pas du tout?
Bonne question. Ça dépend. Bonne question. Je pense que ça dépend de où tu vis, ça dépend si tu es près d'un centre urbain. Mais c'est sûr que, tu sais, la réponse que je vais donner, ça va m'impliquer seulement moi. C'est sûr que toutes les lois qui me légifèrent sont canadiennes. Fait en partant, c'est sûr que l'idée, c'est d'être canadienne. Maintenant, je sais pas pour les autres. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment une question personnelle puis de ce que les communautés ont vécu. Merci, Catherine. Julie. Oui, excusez, je trouvais plus le bouton. Pour répondre à la même question de Catherine, c'est ça dépend des individus. Moi, je me sens, je me sens algonquine, je me sens québécoise, je me sens toute. Fait que je pense que ça appartient à chacun, ça. Et Michel Villeneuve, je vais te faire un suivi, c'est une de mes membres. Puis on pourra se prendre des contacts pour ça. Puis merci, belle présentation. Merci, Julie. Avais-tu aussi une question ou tu voulais simplement répondre? Ah, OK. Maxime? Oui, bonjour. D'abord, merci Catherine, c'était super intéressant, vraiment très enrichissant aussi. J'ai particulièrement aimé la deuxième partie, j'ai trouvé ça super, super le fun de t'entendre. J'avais une question, par contre, plus historique, justement. Ça m'a fait penser la première partie qu'on parle beaucoup d'histoire, puis c'est important. Puis ça semble être important aussi là, dans le discours que tu témoignais. Justement, on parle beaucoup d'histoire. Par exemple, au secondaire ou au primaire, on nous montre des notions d'histoire autochtone. Ça, premièrement, c'est-tu accurate ou pas pantoute? Puis je voulais savoir surtout, parce qu'on en parle avant, mais pas aujourd'hui, ce serait intéressant. Est-ce que justement, quand on parle des différentes nations autochtones, est-ce que les traditions d'avant se répercutent encore beaucoup dans les nations aujourd'hui, ou si on est un petit peu plus loin de ça, là, puis je ne sais pas si ma question est claire. Ta question elle a deux volets. Ton premier volet, au niveau des écoles secondaires, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on n'est pas d'accord. Moi, je vais toujours me rappeler de mon premier cours d'histoire au primaire, où est-ce qu'on parlait justement de l'arrivée de nos ancêtres. Puis là, j'explique ça à mes parents, puis mon père dit comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Parce que c'était pas du tout l'histoire qu'on enseignait sur ma communauté. Par contre, moi, j'ai un parcours très québécois parce que notre communauté étant petite et étant aussi près d'un centre urbain, j'avais pas de connexion culturelle nécessairement très développée parce que c'était trop petit chez moi. On allait à l'école québécoise. Cela dit, je sais qu'il y a de plus en plus de conseillers en éducation autochtone qui s'intéressent à ces questions-là et qui tentent tranquillement de changer justement ces notions de base-là en histoire, qui semble être vraiment, moi je pense que c'est une bonne chose justement, c'est par l'éducation qu'on va le faire. Est-ce que c'est totalement comme on voudrait? Ben non, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire des compromis et tout ça, mais je sais que ça se travaille. Je sais que maintenant qu'il y a des conseillers là, pour l'éducation. Ta deuxième partie, je te dirais que ça dépend où et ça dépend le nombre de personnes. Je vais te donner un exemple. Nous, à Wilnac, on est près de Trois-Rivières, on est près de Nicolet, on est près des centres. On n'a pas d'école respective. On est dans le système québécois. Par contre, si tu t'en vas sur la Côte-Nord, chez les Inuits, où est-ce que les communautés sont 3, 4 000, 5 000 personnes, c'est sûr que ça change. C'est sûr que là, il y a des écoles, il y a l'école primaire, secondaire. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus près de leur culture. La préservation de la culture, elle est davantage présente sur les communautés plus éloignées pour cette raison-là. Donc, je te dirais que c'est très présent. Puis nous, tu vois, on est en train de faire le processus de réappropriation parce qu'on l'a perdu. Fait que je te dirais qu'il y a une espèce de mouvance de dire, OK, on vous apprécie beaucoup, on n'a rien contre l'école québécoise, mais on essaie d'amener notre culture davantage dans le système d'éducation que nous avons aussi sur les réserves, sur les communautés autochtones ou anciennement dit réserves. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Maxime. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Maxime. Justin. Allô, ma question est un peu... je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir m'aider. Là. Dans le fond, je m'appelle Justin, je suis intervenant responsable des activités en maison des jeunes. Puis évidemment, là, le 30 septembre, on s'est réservé cette journée-là pour profiter en fait de ce moment-là, puis de sensibiliser les jeunes, puis de prévenir certains des informations, des affaires de même là, avec ces jeunes-là.
Moi, j'étudie au baccalauréat en sociologie à l'UQAM, puis je suis vraiment consciencieux que je peux pas, je dis je peux pas, là, je peux pas témoigner de l'expérience des peuples autochtones, je peux pas témoigner de toutes les inégalités, les injustices qu'ils ont vécues en termes d'expérience, puis tu sais, j'ai mes limites, là, comme on dit en tant qu'allochtone, de respecter ses compétences, puis tu sais, on a un certain, comme vous avez dit, en fait, un certain, pas pouvoir, mais en tout cas, j'ai oublié le mot. On a un apport qu'on peut avoir, donc je l'utilise en fait le 30 septembre avec les jeunes. Euh, Avec les informations que j'ai pas de personnes issues des communautés là, dans mon équipe de travail. Donc, évidemment, on essaie de monter cet atelier-là avec tous les outils qu'on peut, les sources qu'on peut pour avoir les informations justes. Ma question est la suivante. Ça, c'est si vous avez des conseils, si vous avez une réponse. Ça serait quoi la limite? Tu sais, comme je dis, moi, je peux pas témoigner de l'expérience, puis ça, je l'ai dit aux jeunes, je suis comme, tu sais, moi, je vous fais une activité de sensibilisation, mais il y a des questions que je peux répondre, il y a des questions que je peux pas répondre. J'aimerais savoir, tu sais, c'est quoi les limites concrètes que je pourrais plus respecter, là? Parce que moi, j'ai pas envie que les jeunes arrivent puis que, tu sais, pas d'avoir des mauvaises informations, parce que je pense qu'on est assez bien outillé avec les informations que vous avez données puis les informations que je peux trouver en ligne. La seule chose, c'est qu'après ça, au niveau de l'application, c'est que par des activités et tout, je veux pas qu'on se tire une balle dans le pied, mettons, là. Oui, je comprends. Ben, en fait, la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, sur le site Web, il y a énormément de projets éducatifs qui sont là, que c'est gratuit, c'est des modèles de téléchargement. Même chose avec Phyllis Webstad que j'expliquais avec Orange Shirt Society. Il y a déjà des choses, des trousses d'enseignement, en fait, qui sont disponibles gratuitement en français et en anglais. Donc, je dirais que à partir du moment où est-ce qu'on utilise des outils qu'on sait qui ont été travaillés par les Autochtones, que ça, tu sais, la commission, là, elle a un consensus chez les Autochtones. OK. Si on prend les outils qui sont là, ils sont adaptés. Je veux dire, il n'y a personne qui est contre ce centre national-là d'information-là. Donc, déjà, de prendre cette information-là qu'on sait que tout le monde est d'accord avec ça, moi, je vois pas de problème à parler de ça. Puis, je pense que le seul danger que j'aurais pu voir, puis ça semble pas être le cas, c'est quand on s'approprie ça. C'est-à-dire, si vous aviez un discours de, bon, moi, je connais tout, nanana, ça semble pas être ça. Donc, dans la mesure où est-ce que les outils sont déjà comme un peu, il y a comme une vignette qui dit, un stem qui dit, regarde, ça c'est safe, c'est sûr, tu peux prendre ça, tout le monde est en accord. Oh, Puis oui, de OK. reconnaître qu'on est un allié, puis de le présenter comme ça, moi, je vois pas de problème. Je vois pas de problème du tout. Sinon, la deuxième question aussi, c'est comment, ben, I guess qu'il va y avoir des informations aussi sur le CNVR, mais si vous avez des conseils aussi, comment on peut, parce que, tu sais, moi, je le dis surtout pour la Pride, quand ça arrive, tu sais, c'est rendu une fête commerciale. Si on veut vraiment être un allié, il faut faire des efforts toute l'année. Tu sais, c'est pas juste la semaine de la Pride qui est la Pride, tu sais. Mais, tu sais, comment on peut continuer à témoigner notre alliance? Ben, je dirais peut-être la deuxième chose, en fait, peut-être de parler de notre fête nationale. Notre fête nationale, nous, c'est le 21 juin, la journée du solstice d'été. Souvent, c'est le début aussi des powwows, donc tout ce qui se passe sur tout ce qui est les coutumes, les danses traditionnelles chez les Autochtones, c'est à partir à peu près de ce moment-là. Donc, des fois, c'est simplement aussi de reconnaître que oui, le 30 septembre a son importance, mais en fait, la vraie journée comme intéressante et agréable à partager, ce serait davantage le 21 juin. Parce que le 30 septembre, c'est vraiment au niveau des survivants, des pensionnats autochtones, ça a un impact. C'est souvent, lorsque les marches, quand on fait les marches, par exemple, à Montréal ou à Québec, c'est pas rare de voir des femmes pleurer. Tu sais. Il y a quand même un impact très, très émotif. Par contre, le 21 juin, c'est beaucoup plus festif. Fait que ça peut peut-être être ça, tu sais, d'y aller avec, ben, cette journée-là, voici ce qu'elle dit. Puis encore une fois, en ligne, il y a quand même des outils aussi sur cette journée-là. Il y a plein de vidéos possibles à partager avec les jeunes. Pas besoin de réinventer la roue, dans le sens que prenez les outils qui sont présents, puis je pense que ça peut le faire. Ça peut vraiment bien fonctionner. Super, merci. Ça fait plaisir. Catherine, il y avait une question dans le chat qui rejoint un petit peu la première question de Justin, mais qui est une question quand même assez large. Mais que penses-tu de la notion d'appropriation culturelle? J'en aurais long à dire. Comment faire ça simple? Ben, l'appropriation culturelle, ça dépend toujours
pense que ça dépend aussi de la personne dans le sens où des fois, on fait des gestes, puis c'est pas par malhonnêteté, c'est pas parce qu'on pense juste vraiment de bien faire les choses. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse parfois là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on entend par appropriation culturelle? Est-ce que c'est de parler des Autochtones? Si je reprends l'exemple de Justin, bien, Justin il va se considérer comme un allié. Donc, pour moi, c'est pas de l'appropriation culturelle que d'exprimer ce que c'est la journée du 30 septembre. C'est difficile de répondre à ça. Je pense qu'il manque des éléments pour être en mesure de faire une réponse claire. Mais je pense que le lien avec la journée du 30 septembre, tu l'as très bien fait en répondant à Justin. Gilles? Oui, on a beaucoup parlé de l'histoire, là. Effectivement, on a des choses à mûrir et à mijoter là-dessus. Maintenant, depuis Oka 80, est-ce qu'on peut dire que l'approche québécoise s'est améliorée par rapport dans leur rapport avec les nations, les Premières Nations? J'aime pas tellement le terme autochtone, je préfère utiliser les Premières Nations. Est-ce que ça s'est amélioré, c'est plus respectueux des intérêts de l'un et de l'autre? Je pense à la paix des Braves, par exemple. Je pense aussi à tout ce qui se fait présentement. Yann Lafrenière, comment il est perçu par rapport au travail ou à l'approche qu'il a? Parce que c'est pas ce qu'on a fait. J'aimerais juste avoir un peu le point de vue des Premières Nations à ce niveau. Merci. Merci d'ailleurs pour Euh, l'invitation. Merci. Ça va être difficile de répondre à ça pour toutes les nations, dans le sens où je ne représente pas tout le monde. Tout le monde peut avoir une opinion différente. Donc, ce que je vais verbaliser maintenant, c'est mon opinion personnelle. Il y a eu du chemin, mais moi, j'ai quand même débuté mon cursus scolaire en 91 en même temps que la crise d'Oka. Donc, ça n'a pas été facile. Fait il y a une évolution, oui, très lente. Il y a quand même eu la reconnaissance du 30 septembre. C'est déjà un exemple de reconnaissance de l'importance. Par contre, Yann Lafrenière n'était peut-être pas nécessairement la meilleure personne pour être choisie pour représenter les Premières Nations. Compte tenu qu'il représentait, il travaillait au niveau de la police. Donc, c'est sûr qu'on sait déjà que les Premières Nations et le système carcéral et les policiers, c'est conflictuel. Donc, de mettre quelqu'un comme ça en autorité, c'est pas nécessairement bien perçu. Mais je vous dirais qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que l'Assemblée nationale, qui est, dans le fond, le projet de loi de la sécurisation culturelle qui a passé la semaine dernière. Il y a quand même eu 2 journées où est-ce que différents comités autochtones ont pris la parole. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes n'ont pas été entendues. C'est pas normal que le ministre Lafrenière veut mettre l'emphase sur la sécurisation culturelle alors qu'il ne reconnaît pas le principe de Joyce, qu'il ne reconnaît pas non plus l'importance de ce décès-là, ce que ça l'a impliqué. Donc, je suis un peu mitigée dans le sens oui, il y a des choses qui ont changé. Oui, je trouve qu'il y a un intérêt de la part surtout de la population en général, pas nécessairement du gouvernement actuel. Pour ce qui se passe, je trouve que les gens ont un intérêt à s'intéresser à la question autochtone, mais c'est sûr qu'il y a encore des pas à faire. Mais c'est pour ça que je dis que je suis mitigée. Dans certaines choses, ça s'est amélioré, dans d'autres, c'est un peu le statu quo. Ben, merci beaucoup. D'ailleurs, en passant, moi, je suis à Châteauguay, donc, limitrophe à Kanawake. Donc, on a souvent des rapports avec la communauté de la Première Nation. Et ça se déroule quand même assez bien, sauf qu'on voit qu'il y a toujours un peu de résistance, il y a toujours un peu de méfiance aussi. Effectivement. Tu parles d'un progrès lent, mais je pense qu'il vaut mieux que ça se passe lentement, mais qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose de plus naturel des deux côtés. Concernant Yann Lafrenière, c'est peut-être un avantage qui a été du côté justement policier auparavant, pour peut-être mieux comprendre la situation actuelle. Il est en mesure de voir les deux côtés. Donc, ça peut peut-être être un avantage, un désavantage aussi. Ça, j'en conviens.
Mais bon, Mais comme je vous dis, sur cette question-là, je peux pas aller plus loin parce que là, ce que je vous ai exprimé, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je pourrais pas parler pour les Premières Nations pour cette question-là, c'est sûr que non. OK. Mais c'est quand même positif parce que bon, ça Oui, il y a progresse. des avancées, effectivement. Il y a des avancées dans certains domaines. On va rester là-dessus. Merci. 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 Une question de Gina. Oui, je voulais remercier la TNCDC puis Catherine, c'était super intéressant. Puis en fait, Justin, il va falloir que je t'appelle. Je m'en allais à la maison déjà cette journée-là, justement. Mais c'est ça, je voulais savoir, tu sais, pour la journée même de la journée Vérité et Réconciliation, est-ce que c'est un faux pas si un blanc met un chandail orange qui, y a-t-il une petite affaire qu'on peut faire spécifiquement, c'est pas une histoire de territoire non cédé, là, mais un petit pas qu'on peut faire pour signaler qu'on veut le reconnaître si on fait une activité cette journée-là, mais c'était pas une activité vérité, réconciliation. Mais que, il va y avoir comme un groupe qui est là, puis on aimerait quand même souligner la journée, là, parce que ça se fait pas souligner la journée tant qu'à nous, là. Je sais pas si tu as une idée. Merci. Je vois plusieurs éléments, là, Gina. En fait, c'est porter le gilet orange. Je dis, si tu fais partie d'une marche, par exemple, je dis, tout le monde le porte, là, que ce soit euro-descendant, que ce, je dis, la signification du gilet orange, c'est de reconnaître l'importance de cette journée-là. Donc, si tu fais partie d'une activité qui a lieu dans un centre d'amitié, d'une marche à Montréal, d'une marche à Québec, je veux dire, c'est tout à fait correct de le faire, en fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on reconnaît la marche, là, qu'on reconnaît l'importance de la journée. Je dirais que, tu sais, puis quand j'expliquais la marche à Montréal, quand on est, la fois qu'on était 10 000, l'autre fois qu'on était 6-7 000, tu sais, et c'est pas juste les Autochtones qui sont là, c'est tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde qui ont un intérêt à dire, ben moi, je suis un allié, à se positionner, à prendre leur temps de dire, ben moi, je vais appuyer cette journée-là, puis ils viennent marcher. Donc, il n'y a pas de faux pas à faire à ce niveau-là. Puis je dirais que si jamais c'est pas une activité déjà prévue, par exemple, par un centre d'amitié ou que, tu sais, si je connais pas votre région géographique actuelle, là, mais si vous n'avez pas de nation autour de vous, bien, comme je vous dis, tu sais, et pour éviter de faire des faux pas, il reste quand même que vous pouvez souligner avec les outils qui sont en ligne, qui sont gratuits, qui sont acceptables. Tu sais, vous pouvez le nommer aussi. Tu sais, je pense qu'il y a comme encore une fois, c'est difficile de répondre parce que je connais pas la situation géographique, je connais pas qui est autour de vous, je connais pas qu'est-ce que le centre d'amitié, si vous en avez un, on fait comme programmation pour cette journée-là. Mais c'est ça, je dirais peut-être d'aller jongler sur ce qu'il y a autour de vous. Aller chercher peut-être les ressources autour de vous, c'est peut-être être plus facilitant aussi. OK, donc il n'y a comme pas un genre de phrase magique ou comme un énoncé à faire si on est un groupe qu'on fait une activité cette journée-là, mais l'activité, ben, en fait, c'est un nettoyage. Là. Nous, on est situés à la prairie, mais c'est juste pour savoir, dans le fond, c'est parce qu'on s'est dit, on peut pas, on se voit mal mettre un drapeau, comme mettons, comme les drapeaux qui sont mis en avant de l'église de Kanawake ou quelque chose comme ça. On est tellement mal positionné pour faire quelque chose comme ça. On trouve qu'on est tellement pâle en comparaison des émotions qu'eux, ils peuvent vivre. Puis on comprend que c'est quelque chose de super sensible. Fait que, on se demandait peut-être que la seule chose, c'est de rester très simple puis de mentionner que c'est la journée vérité-réconciliation, de prendre un moment de réflexion parce que, bon, il y a des peuples autochtones qui ont habité sur ce territoire-là. C'est quelque chose de simple comme ça pourrait faire l'affaire. OK, c'est beau, merci. En fait, c'est que, tu sais, au départ, le 30 septembre, si votre activité n'a pas de lien avec les Autochtones, mais, tu sais, c'est de ne pas mettre les activités à la sauce d'eux. S'il y a une activité de réflexion qui était prévue pour cette journée-là, pour ce moment-là, oui, vous pouvez le faire. Mais si, par exemple, votre activité n'a aucun lien, qu'il n'y a pas d'Autochtones près de vous, tu sais, c'est de voir, est-ce que ça vaut, est-ce que, tu sais, moi, comme Autochtone, je me poserais la question de pourquoi vous faites ça. Tu sais, faut qu'il y ait un lien, faut qu'il y ait un sens, faut qu'il y ait un moment de réflexion. Ben, c'est que dans le fond, la première fois que les Mohawks ont passé de la rivière des Mohawks puis sont arrivés à la prairie puis qui ont établi le village de Kentucky, c'est à peu près la place où qui est estimé, où ce qu'on va nettoyer. Fait que moi, c'est sûr que ça me passe par la tête parce que je connais l'histoire, mais peut-être que les autres ne le savent pas. Fait que là, je me posais la question, tu sais, c'est pertinent de le souligner. En tout cas, je vais réfléchir à ça. Je vais essayer de voir, comme tu dis, avec les outils, le contexte, puis tout ça. Là, puis bon, Ça, c'est que
Tu sais, on se connaît pas, je ne sais pas, moi. Non, 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 c'est Vous ça. êtes- mais ce que je pourrais dire, c'est, dans le fond, il faut pas que c'est très rare la possibilité de faire de faux pas quand on s'informe puis quand on prépare d'avance nos activités. Dans le sens où est-ce que s'il y a une activité de réflexion cette journée-là, puis ça vous tente de discuter de ça, puis de parler d'événements historiques, il y a personne qui va être contre ça. C'est juste, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est de dire, bon, on veut faire une activité, fait que sur le fly, on décide de parler de ça, mais tu sais, pas préparé, pas avoir observé d'outils, pas avoir réfléchi. Tu sais, ça, dans le fond, c'est la question à se poser, c'est est-ce que ça a une pertinence? C'est là où OK. est-ce que c'est à vous de répondre à ça. Moi, je peux pas savoir ce que vous avez préparé. Mais c'est plus là. Mais s'il y a une réflexion, puis vous avez envie de mettre ce bout d'histoire-là en lumière, puis d'exprimer quelque chose par rapport à ça, tu sais, il n'y a pas de mal à ça de s'informer de ce qui se passe sur nos territoires, là. OK, parfait, je comprends. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis je pense que Catherine l'a répété aussi beaucoup, mais qu'il y a beaucoup moins de chances de se tromper si on partage des outils qui ont déjà été donc approuvés en quelque sorte par l'ensemble des nations et donc en passant par le site de la Commission nationale Vérité et Réconciliation. On aurait le temps pour une dernière petite question rapide, sinon on va clore l'événement. Est-ce qu'il y aura encore une question? Ben, écoutez, moi, je me permets de remercier Catherine, on a appris énormément de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Merci au comité. Merci, mesdames, qui travaillaient fort là, pour mettre cette démarche-là de l'avant. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présents. On va vous mettre... Ah, c'est déjà mis. J'ai des collègues tellement efficaces. Il y a un lien vers un petit sondage directement dans le chat. Si vous voulez prendre une minute de votre temps, s'il vous plaît, pour y répondre. Oui, Justin, peut-être rapidement. Ah, c'est juste un bye-bye, c'est ça? Oui, OK, parfait. Ben alors, merci infiniment pour votre réponse. On se dit à la prochaine parce qu'on va sûrement mettre d'autres événements de ce type de l'avant. Merci tout le monde. Merci tout le monde.